Je suis Hervé, je suis directeur de la marque Urball, c'est la marque pelote de Decathlon. Et je suis là parce que j'ai d'abord une carrière de joueur de pelote. J'ai eu la chance de jouer à haut niveau, d'avoir 2 titres de champion de France et de faire 4 compétitions internationales, 2 championnats du monde et 2 coupes du monde, avec toujours la médaille de bronze au final. J'ai toujours échoué derrière les Espagnols et les Mexicains. Voilà, et je suis là pour vous raconter à quel point la pelote est un sport exceptionnel et qui mérite d'être un peu plus connu que ce qu'il est. Bienvenue dans Conseils de sportifs et de sportives. Ce podcast est un podcast utile. Il vous accompagne dans votre pratique, vous aide à reprendre le sport et vous partage des histoires de sportifs, sportives ordinaires qui vivent des aventures extraordinaires. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle de quoi ? On parle de pelote. Bonjour Hervé, alors merci d'être avec nous. Maintenant qu'on sait qui tu es, est-ce que tu peux me dire la pelote, c'est un sport ou un loisir ? J'aurais envie de te dire les deux. Pourquoi les deux ? Parce que avant de devenir un sport avec des compétitions, etc., c'est quand même un jeu, un loisir où on prend du plaisir, qu'on peut pratiquer entre amis, qu'on peut pratiquer en vacances, qu'on peut pratiquer presque à n'importe quel moment. Donc c'est d'abord sans doute un loisir. Et puis il y a forcément un côté sportif avec des compétitions fédérales, des fédérations, une organisation qui fait que c'est un vrai sport avec des vrais sportifs de haut niveau, etc. Et dis-moi, la pelote, l'origine de la pelote. Alors déjà, est-ce que je dis la pelote ? Je dis la pelote basque ? Je dis quoi ? Alors, c'est intéressant parce que nous, en France, on connaît la pelote basque. Ouais. Mais déjà, il faut savoir que la pelote, elle a multiples origines. Elle existe depuis toujours et dans toutes les civilisations, en fait. Le fait de jouer avec une balle contre un mur, ça existe depuis l'Antiquité. Les Grecs, les Romains, les Aztèques, les Égyptiens. Tout le monde jouait, en fait, avec une balle et un mur. La pelote telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a été effectivement développée par les Basques, c'est pour ça qu'on l'appelle la pelote basque, avec des origines du jeu de paume, voilà. Et puis elle a été ensuite exportée par les Basques, notamment les curés basques, et le plus exporté, c'est en Amérique latine, où la pelote est très présente aujourd'hui. Donc moi, je parle de la pelote de façon générale, parce qu'on a plein de cousins qui existent dans plein de pays du monde. Donc il y a plusieurs types de pratiques. Est-ce que tu as envie de m'en énumérer quelques-unes et me développer la plus jouée ? Quand on parle de pelote, c'est comme si on parlait d'athlétisme. En athlétisme, vous avez des lancers, des courses, des sauts. En pelote, on a 3 aires de jeu. On a le fronton, un seul mur en face de vous, le mur à gauche, un mur en face, un mur à gauche, un mur au fond. Et le trinquet, c'est 4 murs, tout fermés, avec un petit toit sur la gauche. C'est ce qui ressemble le plus au jeu de paume, au terrain du jeu de paume. Et dans ces aires de jeu, on peut utiliser différents instruments. Alors, on peut démarrer avec la main nue. On frappe directement avec la main. Des raquettes en bois, appelées palas, ou en carbone. Des raquettes de tennis aussi. Ou alors des gants en osier qu'on appelle aussi des chisteras, par exemple. Donc voilà, donc on associe toujours un instrument avec une aire de jeu. Mais on peut les mixer ? C'est-à-dire que je peux choisir, par exemple, juste le mur gauche avec le panier en osier ? On peut finalement faire toutes les combinaisons possibles ou pas ? Alors, pas toutes les combinaisons, mais il y a pas mal de combinaisons qui existent. On peut pas toutes les faire parce que il y a des terrains qui sont trop petits avec des balles qui vont trop vite. Mais par contre, oui, on peut combiner, plusieurs terrains avec plusieurs instruments. Par exemple, la main nue, on peut jouer sur tous les terrains. On peut jouer en fronton, en mur à gauche ou en trinquet. Là, c'est vraiment le plus accessible finalement. Et c'est aussi la discipline la plus pratiquée.
si on prend toutes les formes différentes de main nue, puisque on peut jouer avec des balles très dures, comme on peut trouver aujourd'hui au Pays Basque, avec des balles en caoutchouc, comme on peut trouver par exemple à New York, où il y a énormément de pratiques avec des balles caoutchouc, ou avec des balles en mousse aussi de façon plus accessible. Donc aujourd'hui, ça c'est la discipline la plus pratiquée. Et la deuxième, c'est le front tennis avec la raquette tennis, notamment au Mexique, qui est aujourd'hui le pays avec le plus de pratiquants de pelote. J'ai vu sur certains documents, on parle de frontis, de cancha, de pala, de baline. Alors tout ce vocabulaire, c'est cool, hein, mais ça veut dire quoi ? Oui, effectivement, on a notre vocabulaire à nous. Alors le frontis, c'est le mur sur lequel on frappe, le mur de face. On peut appeler le fronton ou le frontis. Donc c'est bien le mur sur lequel la balle doit toujours aller. Voilà. Quoi qu'il arrive, ce mur-là, il faut qu'on le touche. Donc voilà. La cancha, ça vient d'un mot basque et c'est l'aire de jeu, qui peut forcément être différente suivant le lieu où on joue. La pala, c'est donc une raquette ou en bois ou en carbone. Et ensuite, la baline, c'est une des disciplines qui est une balle en fait. La baline, c'est la balle. Et d'ailleurs, la balle, on l'appelle plus communément dans notre sport la pelote. Donc si vous discutez avec un pelotari, un joueur de pelote, il vous parlera de la pelote en parlant de la balle. Voilà. Pour toi, c'est quoi les atouts premiers, les bénéfices de cette pratique ? Le plus grand bénéfice pour moi, c'est le fait qu'on bouge sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que dès qu'on commence à taper dans une balle, peu importe la taille du terrain, très vite on se prend au jeu, on s'amuse et on bouge. C'est très naturel. On s'amuse tout de suite et sans s'en rendre compte, on fait un effort, on fait travailler son cœur, on fait travailler ses poumons. Donc au niveau cardiovasculaire, c'est vraiment direct le premier atout. Ensuite, pour les enfants, c'est très bien adapté puisque au niveau motricité, coordination, lecture des trajectoires de balles, ambidestrie puisqu'on joue avec main droite, main gauche. Alors on peut faire des revers, mais par exemple quand on joue à la main nue, on fait pas de revers, on joue avec les deux mains. Donc ça fait aussi, contrairement à beaucoup de sports de raquettes où on a tendance à déformer le corps quand on pratique, ben là on joue avec main droite, main gauche. Donc ça c'est plutôt c'est équilibré plutôt, en fait. Exactement. Et puis après la dernière chose, c'est le côté convivial de la discipline. Il y a cette notion d'on se retrouve pour jouer ensemble, on passe un bon moment ensemble. Il y a vraiment un moment de convivialité qui existe. On se chambre, on se défie. Ça fait vraiment partie de la culture de notre sport. Tu parles d'enfants. Ma question, justement, c'était de me dire, à partir de quel âge je peux faire démarrer un enfant, tout simplement. De façon moyenne, on va dire, un enfant aux alentours de 6 ans, il peut commencer à bien lire les trajectoires et à commencer à s'amuser. Plus petit, les rebonds c'est un peu compliqué, mais à partir de 6 ans c'est tout à fait jouable. Et j'ai envie de dire après, par contre, il n'y a pas d'âge pour s'arrêter. Il y a vraiment des gens qui jouent très 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 tard. Avec l'avantage d'avoir plein de disciplines, c'est qu'on peut trouver la discipline adaptée avec des balles qui rebondissent plus ou moins, qui vont plus ou moins vite, des instruments plus ou moins lourds. Donc ça c'est le gros avantage. Et aujourd'hui. Aujourd'hui, même pour les femmes, beaucoup de disciplines sont en train de s'adapter pour qu'elles soient un peu plus accessibles aux femmes, ce qui n'était pas le cas par le passé, malheureusement. Ouais, parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui pratiquent. Oui, effectivement, le pourcentage est très fort au niveau des hommes. On est quasiment à 90% au niveau mondial. Par contre, il y a vraiment aujourd'hui une vraie tendance de féminiser le sport et de promouvoir aussi des disciplines un peu plus adaptées. Parce que on a certaines disciplines avec des instruments qui font presque 1 kilo au bout du bras, donc ça c'est pas le plus facile, même pour les hommes. Tu penses que c'est principalement à cause des instruments que la femme n'est pas très présente dans la discipline ? Il y a forcément de ça, il y a du culturel, de l'histoire, ouais. Il y a un peu de tout, en tout cas. Le constat, il a été fait déjà il y a quelques années par les fédérations et aujourd'hui c'est aussi les disciplines qui sont le plus en vogue au niveau international et sur lesquelles la fédération mise pour le développement de la pelote, qui sont mixtes, et donc ça c'est très bien. Donc j'ai l'impression effectivement que c'est quand même une pratique hyper accessible parce que au final un mur, une balle, ta tenue de sport et
et tes petites mains bien costauds quand même, et tes petites mains, ça fonctionne. Sinon, je peux démarrer avec quel instrument si je voulais prendre une autre pratique là, ça serait laquelle la plus accessible? Le mieux, il est quand même de commencer avec la main, parce que c'est le plus facile. Et sinon, l'instrument aujourd'hui, ou les instruments, parce qu'on peut aussi commencer avec une raquette de tennis contre mur. C'est déjà appréhender les rebonds sur le mur, etc. Donc c'est déjà pas mal. Et puis après, c'est la pala en bois ou en composite. Ah oui. Ce qui est assez cool aussi, c'est qu'on peut pratiquer donc seul, on peut pratiquer en duo, on peut pratiquer en groupe, en club. Oui, alors seul, ça va être de l'entraînement, puisque le but quand même de la pelote, c'est plutôt de défier quelqu'un et de se confronter à quelqu'un. Par contre, pour s'entraîner ou pour se défouler aussi, parce qu'on se défoule forcément en tapant dans la balle, on peut s'entraîner seul. On peut jouer en 1 contre 1. En compétition, il y a quelques disciplines en 1 contre 1, mais pas toutes. La plupart des disciplines, c'est en 2 contre 2. C'est quelque chose qui est intéressant parce que du coup, on a un phénomène d'équipe, même si on n'est que 2. Et en même temps, on est proche d'un sport individuel, mais on a cette notion de partenaire et on partage les réussites, on partage les défaites. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et, dans cette team, excuse-moi, mais dans cette team, c'est les hommes contre les femmes, c'est mixte. Comment ça se passe? Alors, il y a quelques compétitions mixtes qui commencent à arriver. On en a aussi dans certains petits tournois. Aujourd'hui, en compétition internationale, c'est hommes contre les hommes et les femmes contre les femmes. Mais on a on commence, on évolue aussi. Voilà. Et donc, pour démarrer, alors aujourd'hui, en France, en tout cas, il y a des clubs presque dans toute la France. Voilà, il suffit de se connecter sur le site de la Fédération française et on peut retrouver la liste de tous les clubs. Et pour les lieux de pratique, il y a un site internet qui s'appelle fronton.net. Fronton avec un S à la fin, FRONTONS.net, et où tous les lieux de pratique sont référencés. Donc voilà, donc ça permet de savoir où est-ce qu'on peut aller jouer, même tout seul. Hein. Il suffit d'acheter une balle et on peut commencer à jouer. Et puis bien sûr, on peut commencer dans n'importe quel endroit. Il suffit d'un mur finalement pour pouvoir commencer à s'amuser. Voilà, donc c'est assez facile. Hervé, on parlait d'accessibilité, donc on est d'accord pour dire qu'en termes d'équipement, c'est hyper facile, hyper simple, puisque un short, un t-shirt, une paire de chaussettes, une paire de baskets, ça devrait se trouver facilement. Par contre, je pensais en termes de sécurité, parce que cette balle, elle rebondit dans tous les sens. Il n'y a pas quelque chose à prévoir ? Si, effectivement. Alors, dès qu'on joue avec une balle à caoutchouc, notamment, il faut mettre des lunettes de protection. Et les lunettes de pelote sont bien spécifiques, puisqu'elles n'ont pas de verre, en fait. Elles n'ont pas de verre ? Non, alors c'est des lunettes anti-buée, hein. Il n'y a jamais de buée, c'est vraiment très pratique. Non, elles n'ont pas de verre, en fait. L'écartement de la lunette empêche juste la balle de venir toucher l'œil. Donc c'est une protection vraiment physique qui empêche la balle de venir toucher l'œil. Taper le visage et l'œil. Hein. Oui, d'accord. Exactement. Et nous avons notre première lunette là qui justement avec la marque Urbol qui sortira dans 15 jours et avec une lunette un peu nouvelle sur le marché. Qui sera noir pour empêcher les reflets lumineux, etc. Donc avec un confort aussi sur le visage très bon. Donc voilà. Des lunettes pour les hommes et pour les femmes ? Tout à fait, c'est des lunettes mixtes. Et puis on travaille encore pour essayer d'avoir même des lunettes sur mesure dans le futur. Donc on est sur ces projets-là et c'est très important. La protection des yeux. On voit malheureusement trop de joueurs en loisir qui n'en utilisent pas. Et malheureusement, perdre un œil, c'est à vie. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Okay. Si on joue en mode loisir, notamment avec des balles mousse, il n'y a aucun risque par contre. On peut jouer sans lunettes. Est-ce que la pelote est un bon sport complémentaire à un autre ? Alors oui, et on a des grands sportifs qui pratiquaient la pelote.
Forcément des joueurs de tennis, mais Ouais. Amélie Mauresmo vit d'ailleurs maintenant au Pays Basque et jouait beaucoup à la pelote, mais les gardiennes de but, notamment dans l'équipe de France 98, l'entraîneur des gardiennes de but faisait faire des parties de pelote aux gardiens pour appréhender les trajectoires des balles, D'accord. par exemple. Ok. Ouais. Et on a des joueurs de rugby aussi pour le côté cardio. Bon voilà. Alors je vous parle des sports qui me passionnent aussi, notamment le rugby, mais forcément c'est complémentaire puisque on peut faire de l'exercice cardio, on peut appréhender les trajectoires des balles, donc forcément c'est complémentaire sur tous ces points-là. On a parlé de compétition, en fait on a parlé au démarrage du podcast sur ton parcours. Mhm. En quelques mots ou en une phrase, ça se passe comment les compétitions ? Enfin, comment tu y accèdes et... Donc il y a des compétitions nationales en France avec des championnats de France. On accède en fait via les clubs. Ouais. On participe à un championnat et puis suivant le niveau, on monte jusqu'au meilleur niveau français. Et ensuite, on a un championnat du monde tous les 4 ans qui réunit toutes les disciplines de pelote. D'accord. Voilà, et donc un peu comme dans tous les sports, il y a des sélections en fait avec les meilleurs Français qui sont sélectionnés par discipline, et voilà où on retrouve une vingtaine de pays à peu près à travers le monde qui viennent jouer. Et ensuite, puisqu'on a plusieurs installations, dans les 3 ans entre chaque championnat du monde, il y a une Coupe du Monde par installation. Donc ça couvre, comme il y a 3 installations, ça vient couvrir les 3 années et ça permet aux joueurs aussi d'avoir des échéances un peu plus précises. Par contre, voilà, on a un peu moins de nations souvent à ces moments-là. Alors dis-moi, si tu devais me donner envie de pratiquer la pelote en une phrase ou en 3 mots, qu'est-ce que tu me dis ? Les 3 mots, ça serait ludique, nouveau, pour beaucoup de gens nouveau. Et Oui. je ne voudrais pas dire physique parce que on va croire que c'est dur, mais... Activité physique ? Ouais, Activité ? voilà. Ouais. Bénéfique pour la santé, voilà. C'est exactement ça. Et très accessible au final. Merci Hervé, merci Avec plaisir. beaucoup. Un changement à vous annoncer pour la rentrée des podcasts Décathlon. Sur la chaîne des conseils, eh bien, on va continuer à écouter des conseils sur le sport, sur la santé, sur le bien-être, avec un format assez court, voilà, pour vous accompagner dans la pratique ou vous aider à reprendre le sport. Et une fois par mois, je vous propose un format un petit peu plus long qui va vous permettre de vous évader, de vous divertir, de vous donner envie grâce à des histoires et des aventures. Et j'ai souvent tendance à dire de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. J'espère que ça vous plaira, ce petit changement de chaîne, cette nouveauté. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours sur ma boîte mail podcast.decathlon@gmail.com et tout ça en minuscule. J'attends vos retours. Merci et bonne écoute.